envoie paître ou cajole le verbe être. Vous pouvez difficilement trouver une introduction plus intéressante, émouvante et profonde. En tout cas, bravo. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Gérard Desportes. Je travaille au Point. Le Point, François l'a dit, accompagne les rencontres de Cannes depuis l'origine. Franz-Olivier Gisbert sera là demain. Un autre journaliste du Point viendra parler. On en a un qui, effectivement, encadre les journalistes ici. On a essayé d'accompagner ces rencontres par des pages qu'on a publiées il y a déjà 15 jours. On en a republié, on a fait un petit article dans le spécial Cannes cette année. Et puis j'espère que l'année prochaine et les années futures, on sera encore plus aux côtés de ces rencontres pour essayer de leur donner une dimension peut-être nationale, et on verra comment tout ça va évoluer. Alors, c'est cette première table ronde aujourd'hui. François a posé le cadre jusqu'à dimanche, et donc il nous appartient cet après-midi d'essayer de poser les bases à la fois historiques, les bases à la fois anthropologiques, ethnographiques de cet argent, pour essayer de lui donner une dimension qui est une dimension certes parfois un peu noire, mais qui est aussi une dimension positive. C'est qu'effectivement l'argent ça lie les hommes, c'est un outil, ça sert à quelque chose, ça n'a pas été inventé pour rien. Donc ça, c'est un des aspects qu'on va aborder cet après-midi. D'où ça vient, pourquoi effectivement l'homme a inventé l'argent, mais aussi pourquoi et comment cette invention, cette innovation finalement sociale formidable qui a permis de gagner du temps, de relier effectivement, pourquoi d'apporter effectivement un oxygène nouveau au commerce et finalement à la façon dont les hommes se sont développés et l'humanité a progressé. Comment effectivement cet argent a pu également finalement dépasser son créateur, son inventeur, et comment l'histoire de l'argent, c'est certes l'histoire de l'être humain, mais c'est aussi une histoire propre qui a produit des valeurs, qui a produit du sens, qui a produit un certain nombre de formes que nous essaierons d'aborder cet après-midi. Alors, il faut que je présente donc nos invités. Alors, je vais peut-être commencer par Françoise Dastour, parce qu'elle aura la tâche, entre autres, de poser le socle historique. Donc, en fait, vous êtes une philosophe, vous êtes une historienne de la philosophie, vous avez travaillé sur beaucoup de choses, sur des penseurs allemands notamment. Vous êtes intéressé à la mort, vous êtes intéressé au temps, et on verra que le temps et l'argent, c'est quelque chose de très important. Et vous nous donnerez donc à la fois, dans un premier temps, cette approche historique, mais ensuite, évidemment, vous participerez du débat que nous aurons tous sur, justement, la deuxième partie de l'intitulé, puisque vous vous souvenez que l'intitulé, j'ai oublié de le donner, l'intitulé, c'est pourquoi l'homme a créé l'argent et pourquoi il ne peut plus s'en passer. À côté de vous, il y a donc Michel Koutouzis. Comme votre nom l'indique, vous êtes grec. Alors c'est vrai que l'argent et la Grèce en ce moment, on en entend beaucoup parler. Donc vous pourrez témoigner de comment en fait un peuple si sage qui a apporté tellement à la philosophie et finalement à la réflexion humaine, comment ce peuple peut se retrouver au bord de l'abîme parce qu'il a peut-être eu l'argent un peu facile les années précédentes. Mais en fait, si vous êtes là, c'est surtout parce que vous avez beaucoup travaillé, vous, sur l'argent dans sa face noire. Vous avez travaillé sur l'argent de la contrefaçon, l'argent du djihad, l'argent de la mafia. Et ça va être intéressant de vous entendre aussi sur un aspect historique, parce qu'en travaillant sur l'argent de l'islam, vous êtes intéressé à la façon dont les pays arabes avaient utilisé cet argent, quelle conception ils avaient véhiculée. Alors il se trouve qu'aux origines de la monnaie notamment, il y a effectivement les pays musulmans, les pays de l'islam, et donc vous allez pouvoir apporter également cette dimension historique. À côté de vous, Monsieur Mattei, donc vous ici, Mattei, pardon, ici vous êtes très connu. François m'a dit que vous étiez la star des rencontres de Cannes. Vous êtes un des habitués. Alors, je n'ai pas lu votre dernier livre, ça s'appelle Le regard vide, je crois, c'est ça?
Et alors c'est un essai, donc je ne l'ai pas lu, hein, je vais dire les choses franchement, mais c'est un essai sur l'Europe et sur l'épuisement de la culture européenne. Et donc oui, donc bon, alors donc bon, celui-là non plus je ne l'ai pas lu, vous voyez. Ah, il sort demain, hein, donc j'ai toutes les excuses. Et alors, mais en revanche, c'est ça qui est bien avec Internet, c'est qu'on on peut regarder de quoi causent les choses sans les avoir lues. Alors, ça m'a intéressé parce que dans le regard vide, j'ai vu qu'il y avait une réflexion sur le temps, sur la façon dont l'Europe avait toujours essayé de ce qui distinguait la culture européenne, c'était effectivement le temps long. Or, il se trouve que, François en a dit deux mots, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'argent a cette tendance à vouloir raccourcir le temps. Il y a une espèce de frénésie, pas que spéculative d'ailleurs, à essayer au contraire d'être toujours dans une vitesse. Et donc, vous aussi, vous pourrez certainement intervenir sur les deux aspects, à la fois sur l'histoire, et puis aussi évidemment sur ce que ça signifie, ce que ça dit de notre civilisation, de notre espèce peut-être. Et puisque je parlais d'espèce, je vais parler de l'espèce humaine, parce qu'effectivement on a demandé à Madame Salamate Toussaud de venir, parce que vous êtes anthropologue, vous êtes ethnographe, vous venez, François l'a dit, de très loin. Alors d'ailleurs c'est amusant parce que parmi les choses formidable peut-être de l'Afrique, il y a cette coutume de toujours venir avec des cadeaux. Vous avez apporté à François un cadeau, il faudra qu'on le montre, parce que, d'ailleurs, le mieux c'est que vous parliez de ça, pendant que je le montrerai à la salle, vous allez dire ce que représente cet objet. Merci. Donc, il est écrit en bas, Kori, monnaie ancienne. Donc, avant l'argent en métal ou en papier, en Afrique, on utilisait les koris pour l'échange. Et curieusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est le terme qui est resté pour désigner l'argent. Donc, j'ai amené l'argent ancien, la monnaie ancienne. Parce qu'effectivement, ça on l'abordera, quand on aborde ce thème de l'argent, il y a les mots qui désignent l'argent, il y a aussi les objets qui le désignent, tout ça, on va le dire. Tout ça n'est pas venu comme ça, mais tout ça ne vient pas non plus de façon uniforme. C'est-à-dire que chaque civilisation, à des moments donnés, s'est dotée de formes d'échange, d'argent, de monnaie, enfin, etc. On va y revenir. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de l'analyser. Donc la règle du jeu a été déjà fixée. On va essayer d'animer donc cette table ronde donc avec en fait ces deux grands temps. Un aspect historique et puis un aspect plus sur les valeurs, pour voir un peu ce que signifie aujourd'hui à la fois l'histoire, le point d'origine et là où on en est arrivé de l'argent, et puis aussi pour essayer de réfléchir un peu plus loin, pour essayer de voir un peu ce que signifie le moment que l'on connaît avec ces masses d'argent gigantesques. On parle de masse monétaire de 12 000 milliards de dollars, etc., qui se baladent. Enfin, ça devient complètement loufoque. Il suffit d'écouter la radio, lire la presse, pour se poser vraiment des questions de la matérialité de ces choses. Mais d'un autre côté, on croit que c'est très loin, et puis en fait, on parlait tout à l'heure des Grecs, les pauvres, on s'aperçoit aussi que c'est très très proche, parce que évidemment, parfois, des catastrophes arrivent, et quelque chose qu'on croyait complètement irréel devient malheureusement très très concret. Donc on va avoir ces échanges entre nous ici, enfin ils vont avoir des échanges, et puis ensuite, donc, comme on l'a dit, on arrêtera donc au bout d'une heure et demie, et puis on fera un jeu de questions-réponses avec la salle. Donc je propose que vous commenciez, madame, donc Françoise Dastour, et que vous essayiez de nous poser, et ensuite je vous passerai la parole, Michel. Vous avez un micro? Non? Alors Oui, moi j'ai été chargée en fait de faire une sorte d'historique rapide de l'histoire de l'argent, et je voudrais commencer par dire que il y a eu des sociétés dans le passé qui n'ont pas connu l'argent. Hein. Il y a une grande période de l'humanité où l'argent n'existait pas encore, et si on veut essayer de dater cela, il faut remonter, disons, au milieu du 3e millénaire avant notre ère, en Mésopotamie, où l'on trouve déjà une comptabilité. Hein, parce qu'avec l'invention de l'écriture, il y a, en même temps que l'invention de l'écriture, elle sert à la comptabilité. On a des écritures comptables, et on a déjà, à cette époque-là, une gestion des dettes et des créances
qui repose sur l'établissement de valeurs étalons, hein, qui sont reconnues par tous et qui peuvent consister, par exemple, en une certaine quantité de céréales, d'or ou d'argent, qui permettent l'échange des produits. Donc, il est évident qu'une société, quand elle commence à véritablement se développer, a besoin de ces intermédiaires, de cette sorte de monnaie, parce que on ne peut pas imaginer une société qui ne pratiquerait pas l'échange de produits, surtout à partir du moment où la société, et c'est le moment du néolithique, se sédentarise. Et les limites du troc apparaissent très vite, et on le voit parce qu'il y a eu des tentatives de retour au troc tout à fait récentes, hein. Par exemple, en Argentine, dans les années 90, au moment de l'effondrement de l'économie du pays, on a voulu revenir au troc, mais on s'est aperçu que ça ne pouvait pas véritablement être durable. On a des retours au troc aussi aujourd'hui, mais elles sont marginales. Hein, et il est évident qu'elles ne peuvent pas remplacer finalement l'économie monétaire. Pourquoi? Parce que le troc permet l'échange de biens qui répondent aux besoins immédiats des individus. Et donc c'est la dimension temps qui manque là, et qui fait qu'il y a une limite, et c'est ce qui explique qu'on ait eu besoin de se servir très vite d'intermédiaires entre les différents partenaires de l'échange. Alors on sait qu'on a commencé avec le bétail, et on peut rappeler que le mot pécule, par exemple, hein, ça vient du latin pecus, qui veut dire tête de bétail. Donc c'était d'abord les bœufs, finalement, qui servaient de monnaie d'échange. Et puis, on a eu les coquillages. Alors, les coquillages, ça a duré très, très longtemps. Les coris, hein, dont on vient de parler, ça a duré très, très longtemps, en particulier en Afrique, dans l'océan Indien, jusqu'à pratiquement notre époque. Mais il y a eu les céréales, il y a eu le sel, hein, le sel dont vient notre mot salaire, puisque c'était avec du sel que l'on payait les légionnaires romains. Il y a eu les fèves de cacao pour les Aztèques, etc., etc. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Donc, c'était la première forme, finalement, d'échange. Mais on voit qu'il y a véritablement un saut entre ce niveau-là, le niveau du troc, hein, et puis l'invention de l'argent, hein, sous la forme de la monnaie métallique qui permet des échanges à long terme. Hein. Et alors là, on peut le dater, on sait, probablement qu'en Chine, il y a eu l'invention d'une monnaie métallique, mais ce qui est véritablement attesté, c'est ce qui s'est passé dans le royaume de Lydie, qui est une partie de la Turquie actuelle, avec le roi Gigès, qui a décidé de remplacer les lingots d'or qui servaient d'intermédiaires par des morceaux d'alliage d'or et d'argent, de poids invariables, de forme identique, et qui étaient estampillés. Et ça, c'est important, bien sûr, que ce soit estampillé, parce que c'est ce qui décidait de la valeur de cette première forme, finalement, de monnaie. Hein. Crésus, qui est le successeur de Gigès, est bien connu justement pour la richesse, hein, qu'il a ainsi pu accumuler. Mais il faudra encore longtemps pour que l'on arrive à la monnaie de papier, puisque là encore, probablement qu'en Chine, elle a existé de manière intermittente très tôt, dès le 8e siècle, mais elle ne s'est véritablement installée en Europe qu'assez tard, hein, après les lettres de change, après les billets à ordre. On voit apparaître la monnaie de papier, surtout en Angleterre. On essaye de l'introduire en France, on sait que ce fut une catastrophe. Le système de l'eau a complètement échoué lorsqu'on a voulu l'adopter en France au début du XVIIIe siècle. Et puis de même, on se rappelle que sous la Révolution française, il y a eu le même échec avec les assignats.
Ce qui explique peut-être que la France est restée un pays qui se méfie beaucoup du papier-monnaie. Hein. Pendant très longtemps, et même peut-être encore aujourd'hui, il y a une certaine méfiance qui règne en ce qui concerne justement le papier-monnaie. Alors, ce qu'il faudrait dire du papier-monnaie, je vais vite, hein, mais c'est qu'il correspond vraiment à un véritable changement, parce qu'il est d'abord porteur d'une charge symbolique très importante, et il constitue une institution sociale fondamentale qui est sous la dépendance d'un pouvoir politique. Il n'y a pas de papier-monnaie qui ne soit garanti par un pouvoir politique. On a donc affaire, avec l'invention de l'argent, là on peut parler d'argent véritablement, à un tout nouvel état des sociétés. Parce que dans le troc, on fait confiance au partenaire qui est en face de soi. C'est lui qui est garant de l'authenticité du bien qu'on échange avec lui. Alors que dans le cas du papier-monnaie, on fait confiance à une institution, pas à des individus, mais à une institution politique qui garantit la possibilité d'utiliser un potentiel. Hein. L'argent, c'est du potentiel. Et c'est donc la dimension du temps qui entre ici en ligne de compte. L'argent permettant l'établissement d'un lien entre le futur et le présent. Et bien sûr, c'est là où on commence à thésauriser, parce que c'est ce lien entre le présent et le futur qui explique que l'on épargne, hein, que l'on accumule de l'argent, et c'est la base même du crédit. Hein. Donc la dimension du temps est extrêmement importante là, parce que le billet de banque n'a pas de valeur par lui-même, mais sa valeur réside entièrement sur la confiance. On va parler de monnaie fiduciaire, parce que c'est la confiance fiduciaire, hein, qui est importante là, la confiance que l'on fait au pouvoir qui la garantit. Et donc, il en va de même donc, pour toutes sortes de monnaies, hein, qu'elles soient métalliques, de papier, ou bien aujourd'hui électroniques, puisqu'aujourd'hui, on est revenu finalement à des écritures, hein, à des jeux d'écriture qui permettent l'échange, la circulation de l'argent. Alors, on voit que l'argent est une armature absolument fondamentale de nos sociétés. Et c'est pourquoi on pourrait se demander pourquoi on trouve dans l'histoire des critiques aussi violentes, hein, qui, aussi bien de la part de la philosophie que de la religion, que de la littérature. Et je voudrais donner quelques exemples. Hein. Platon, le fondateur de la philosophie, critique l'argent parce qu'il y voit en quelque sorte une cause fatale de déséquilibre de la société politique, quand on commence à, en quelque sorte, vouloir accumuler de l'argent. On trouve la même critique chez Aristote, qui pourtant ne critique pas le commerce en tant que tel, mais critique surtout condamne surtout le prêt à intérêt, hein, et l'accumulation de l'argent. Et il est intéressant de voir que dans l'islam, c'est la même condamnation qu'on va trouver. L'islam ne condamne pas le commerce par lui-même, mais condamne de manière tout à fait stricte et radicale le prêt à intérêt et l'usure. Mais usure, ça veut dire ici simplement le prêt à intérêt, pas le prêt à intérêt excessif, hein, puisque pour nous, usure, ça veut surtout dire pratique de taux excessifs. Alors cette critique, on va la retrouver dans l'Église chrétienne, mais l'Église chrétienne, elle va stigmatiser même le commerce, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une espèce de, je dirais, de valorisation de la pauvreté. Et chez saint Thomas d'Aquin, on va trouver donc au XIIIe siècle une critique du prêt à intérêt, et on sait évidemment ce qu'il en découlera. C'est intéressant du point de vue de notre civilisation, c'est que, parce que le prêt à intérêt est quand même très important pour la circulation des biens, eh bien on va le confier justement aux Juifs. Hein. C'est eux qui vont recevoir la charge, justement, il faut permettre le prêt à intérêt, mais le chrétien ne veut pas s'en charger, c'est le juif qui va s'en charger.
D'où l'assimilation bien connue de la figure du juif à celle de l'usurier, qui va être évidemment à l'origine, qui va être une des sources de l'antisémitisme. Alors on trouve, si on revient au Nouveau Testament, on trouve bien sûr des phrases bien connues qui condamnent l'argent, la cupidité et la richesse, personnifiées par Mammon, qui est une sorte de puissance démoniaque, mais c'est un mot, Mammon, qui renvoie à un mot hébreu qui veut dire simplement richesse. C'est Jésus qui s'exclame qu'il n'est pas, enfin qui dit à ceux qui l'écoutent qu'il n'est pas possible de servir à la fois Mammon et Dieu. Il faut choisir entre les deux. Et puis il dira aussi, phrase bien connue, qu'il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu que dans le trou d'une aiguille. Tout ça, ce sont, je crois, des thèmes que l'on connaît bien. Et c'est cette condamnation de la convoitise et de l'attrait insatiable qu'éveille l'argent, valeur suprême et objet de tous les rêves, que l'on va retrouver dans la littérature. Alors déjà dans l'Empire romain, qui a eu... chez Plautre en particulier, mais surtout, me semble-t-il, dans l'Europe catholique. On pense à la figure de l'avare, alors on la trouve déjà stigmatisée chez Plaute, au IIe siècle avant Jésus-Christ, mais on la trouve stigmatisée sous la figure d'Harpagon, on la trouve stigmatisée, donc au XVIIe siècle, on la trouve stigmatisée chez Balzac, c'est le père Grandet. On voit donc que dans les pays catholiques, tout ce qui touche à l'argent et à l'activité financière demeure un objet de méfiance. Il en ira de manière autre en ce qui concerne le protestantisme et la réforme. Parce que là, Max Weber nous a bien montré, le sociologue Max Weber nous a bien montré qu'avec la réforme, les choses changent. Parce que pour les protestants, gagner de l'argent devient un devoir, ce qui ne veut pourtant pas dire que s'enrichir soit considéré comme une fin en soi, parce que là, il faut bien distinguer les choses, parce que la richesse doit être le résultat d'une activité professionnelle qui doit servir à la gloire de Dieu et qui ne doit pas être, disons, l'amour du gain pour le gain. Mais il y a quelque chose qui a changé avec la réforme, donc, c'est que la richesse n'est plus stigmatisée pour elle-même, ce qui va permettre l'essor du capitalisme. Et Marx, j'en viens à la critique qu'il fait du capitalisme, Marx, très curieusement, va reprendre au christianisme, il a pourtant dit que la religion c'était l'opium du peuple, mais il va reprendre au christianisme la même, disons, condamnation de l'idolâtrie du dieu argent, il va s'élever contre le caractère insatiable du désir d'argent, cause de l'aliénation, c'est-à-dire du devenir étranger à lui-même de l'homme, qui est ainsi soumis à une puissance étrangère, c'est-à-dire cet argent devenu Dieu, finalement, pour les modernes. Alors, à côté de cette condamnation de l'argent qu'on trouve, et de la richesse qu'on trouve chez Marx, je voudrais citer pour finir un autre philosophe du début du XXe siècle, Georg Simmel, qui a consacré à l'argent un grand ouvrage, Philosophie de l'argent, qui lui aussi stigmatise ce qu'il appelle les pathologies produites par l'amour de l'argent. À partir des deux figures de l'avare et du prodigue, parce que dans les deux cas, l'argent devient pour ces deux personnages une fin absolue. Donc on a un renversement, l'argent moyen d'échange devient une fin qu'il s'agit en quelque sorte d'acquérir pour lui-même. Mais Simmel met aussi l'accent sur un autre aspect de l'argent, qui peut être un instrument de libération, car il permet le développement de la liberté individuelle et l'émancipation par rapport aux hiérarchies qui structurent les sociétés traditionnelles. Et là, on a en quelque sorte l'idée que l'argent permet, parce qu'il permet plus facilement la circulation des choses, l'argent pourrait être considéré comme un facteur essentiel de socialisation. Et c'est un peu sur ce double visage de l'argent que je voudrais conclure cette première présentation, ce premier aperçu très bref. C'est qu'il faudrait donc voir
le double visage de l'argent, qui est à la fois une source d'aliénation et d'oppression, ça c'est ce que Marx a mis en lumière, mais aussi une source de libération et de socialisation. Et je voudrais conclure en disant, enfin conclure pour l'instant en disant que ce qui me semble intéressant dans ce qu'on peut dire de l'argent, c'est qu'il est finalement au centre de 3 dimensions qui sont des dimensions essentielles disons, des sociétés humaines. C'est la dimension d'abord de confiance. Il faut faire confiance à un pouvoir, aux institutions. Il n'y a pas de possibilité, en quelque sorte, d'utilisation de l'argent sans cette confiance, cette dimension fiduciaire. Il y a l'autre dimension essentielle, c'est la dimension du temps, parce que l'argent, c'est du potentiel. Ça m'ouvre la possibilité d'un futur, d'achat futur, et ce futur est plus ou moins indéterminé d'ailleurs, parce que je peux utiliser mon argent de manière très différente. Et enfin, l'autre dimension, c'est l'argent, c'est un moyen de rapport avec autrui. Et donc, ça peut être effectivement une instance de socialisation. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, je voudrais que vous donniez le micro à votre voisin de gauche, et je voudrais qu'on revienne 700 ans avant au royaume de Lydie, parce que en fait, vous, Michel Koutouzis, vous avez à l'occasion d'un livre sur l'argent du djihad, donc en fait, l'argent du djihad, c'était vu de maintenant, d'aujourd'hui. Vous avez été amené à écrire un chapitre et à revenir sur les voies et les chemins de l'argent dans l'islam. Ce serait à mon avis intéressant que vous essayiez d'approcher cette problématique-là qui est aux origines même de la fabrication de cette invention géniale qui va durer et qui continue de durer. Il n'y a rien de particulier dans l'argent tel qu'il est utilisé et tel que vous l'avez dit jusqu'ici dans le monde de l'islam, parce que vous avez parlé du temps, et la chose importante dans l'islam, c'est la distance, c'est-à-dire c'est l'espace. Dans le monde musulman, il a été d'emblée un monde conquérant. C'est-à-dire, il a dû traverser des espaces qui, sur le chemin vers l'Afrique, et donc vers l'Europe, étaient des espaces jadis prospères, jadis faisant partie des royaumes ou d'empires, mais au moment même, c'était plutôt des espaces désertiques, des espaces où il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas d'ordre, et surtout, il n'y avait pas une autorité politique sur laquelle on pourrait se baser pour justement avoir une monnaie qui est garante de la part d'un gouvernement, d'un État, d'un empire, etc. L'islam, lorsqu'il se propage de l'autre côté, c'est-à-dire vers les océans, vers l'Asie du Sud-Est, vers l'Inde, vers les îles du Pacifique et de l'océan Indien, est un islam, lui, commerçant. C'est-à-dire, il n'y a pas là une conquête militaire, il y a une conquête commerciale. C'est un islam qui est beaucoup moins belliqueux que l'islam qui se déverse du côté de l'Afrique du Nord. Et là aussi, on traverse non plus des espaces vides, le Sahara, ou des espaces qui jadis étaient prospères, mais qu'ils étaient rentrés dans une sorte d'entropie. Là, lorsqu'il part vers la mer, vers l'océan Indien, vers l'océan Pacifique, vers les Philippines, vers l'Indonésie, vers l'Inde, vers l'Afghanistan, l'Asie centrale, là, son problème, c'est en effet que le commerçant a devant lui énormément de risques et de dangers à affronter. Et donc, dans l'idée même de l'islam, vous l'avez très bien dit, le monde de l'islam reprend une idée que je dirais grecque et un peu latine, gréco-latine, et qui n'est pas une condamnation de l'argent, mais qui est une condamnation, pour être simple, de l'argent dormant.
il est contre l'argent qui devient, par son accumulation, une hubris, c'est-à-dire une exagération, un étalage, comme Midas, c'est-à-dire quelque chose qui ne sert plus à rien, sauf à la gloire, à la force et à l'honneur de quelqu'un, mais qui ne sert pas le bien commun. C'est pour ça que, comme les Grecs, qui ne condamnaient pas le commerce, mais condamnaient l'accumulation excessive, le monde arabo-musulman, lui, il condamne ce qu'on appelle l'argent dormant, c'est-à-dire l'argent qui ne sert à rien. Et donc là, il intervient de manière très directe et il dit l'argent dormant, c'est de l'argent qu'on taxe, et qu'on taxe très fort. Et de là vient la zakat, c'est-à-dire lorsque vous avez de l'argent qui ne sert à rien, qui ne prend pas de risque, c'est de l'argent qui n'est pas risqué, dans ces cas-là, vous devez distribuer une partie plus importante que d'habitude aux pauvres, aux démunis, à ceux qui défendent les voies du Seigneur, les voies du djihad, les voies des routes dangereuses. Et donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que lorsque le commerçant traverse des espaces anthropiques dangereux, d'abord, ce qu'il gagne est tout à fait recevable, c'est-à-dire, quand ce n'est pas de l'argent dormant, comme c'est de l'argent qui d'une certaine manière, il a pris des grands risques pour l'avoir, il est tout à fait justifié. Mais en plus, face au danger, le capitaine, le caravanier, le commerçant, parfois aussi le militaire, devant une bataille, fait ce qu'on appelle une promesse de don. C'est-à-dire, il dit, voilà, je suis face à un danger, le bateau risque de couler, je risque de perdre la bataille, je risque d'être pris par des brigands. Et donc, si je m'en sors, je promets qu'une partie de ce que je gagne est une sorte de assignat, une sorte de promesse que je veux le donner à Dieu. Et que cet argent, après, va être redistribué aux pauvres. Ce n'est pas la zakat, mais c'est un don supplémentaire. Et donc, avec le temps, comme cette promesse de don se fait de manière très officielle, devant les autorités officielles, cet argent prend de plus en plus la forme de l'argent papier, bien avant l'existence de l'argent papier en Occident. C'est-à-dire que les commerçants se promènent avec des promesses de dons. Et il y en a un qui va vers l'Est, l'autre qui va vers l'Ouest. Ils se rencontrent et ils se disent, bon, moi, je vais là-bas, j'ai besoin d'argent, qu'est-ce que tu as comme promesse de dons? Et il y a eu donc, commencé à avoir un échange des promesses de dons. Et ces promesses, donc, il y avait des dons qui se promenaient pendant des années, allant d'un commerçant à l'autre, allant d'une autorité religieuse à une autre, allant à une autorité politique à une autre. D'autant plus qu'à chaque moment, il pouvait être encaissé par Dieu, bien sûr, soit par l'émir du coin, soit par une autorité religieuse, soit par les gardiens des routes du djihad, mais là, c'est les routes bien physiques, qui étaient en fait des espaces très particuliers dans lesquels il y avait un sérail, il y avait une madrasa, il y avait des gens qui gardaient les chevaux, et il y avait des moines soldats, qui souvent étaient des soufis. Et donc, les madrasas, ces fortins religieux, étaient aussi des lieux d'échange. Alors, comme on s'échangeait les chameaux, comme on s'échangeait les marchandises, on s'échangeait aussi, d'une certaine manière, ces promesses de dons. Et donc, il s'est créé toute une économie, disons une économie basée sur l'espace, basée sur non seulement la conquête militaire, mais la conquête maritime, et puis sur les mécanismes, si vous voulez, caravaniers, qui font que dans le monde de l'islam, bien avant l'Occident, on a eu une monnaie papier qui avait un autre extraordinaire avantage, c'est qu'elle ne pouvait pas être utilisée par d'autres que par des musulmans. C'est-à-dire, même si des pirates occidentaux, chrétiens, tombaient sur ces promesses de dons, ils ne pouvaient pas les échanger, puisque de toute façon, à la fin, in the end of the day, à la fin de cet an, c'est l'émir qui va vous donner un certificat
comme quoi vous avez rempli votre promesse dedans de manière définitive, et avoir cette promesse était aussi important, avoir ce tampon qui disait que vous avez vraiment réglé votre affaire avec Dieu était aussi important que le pèlerinage à la Mecque. C'est-à-dire que de la part d'un musulman, avoir ça, c'est en même temps, c'est aussi important que d'avoir le certificat comme quand il est allé à la Mecque. Donc ça donnait un boom économique au monde de l'islam extraordinaire, parce qu'il n'a plus besoin de transporter de la monnaie sonnante et trébuchante, il n'avait plus besoin d'avoir sur lui de l'or. Il y avait simplement ces lettres d'échange qui circulaient depuis l'Espagne jusqu'à la Malaisie. Merci. Alors, justement, on a dit tout à l'heure, l'argent c'est du sang, on a dit l'argent c'est du temps, on a dit l'argent c'est de la conquête de l'espace et donc d'une certaine manière c'est effectivement une facilité. Moi je voudrais vous entendre, Jean-François Mattei, maintenant sur l'aspect européen des choses. Est-ce que vous pouvez nous dire quel apport l'argent a eu sur cette civilisation européenne, et puis peut-être commencer à aborder le problème qui va nous occuper un peu plus tard, c'est-à-dire comment se fait-il, on l'a déjà abordé, que cet argent, depuis le départ notamment en Europe, a toujours été critiqué. Hein, on a vu les Grecs jusqu'à Karl Marx, alors même qu'on vient de le voir par nos deux précédentes interventions, on voit tout l'apport formidable et très bénéfique que cet argent a eu. Là, les deux intervenants viennent de nous montrer que finalement cet argent a été un facteur de progrès formidable. Alors d'abord peut-être sur l'Europe d'abord, et puis ensuite sur comment se fait-il qu'en Europe il y a cette critique depuis les Grecs jusqu'à Karl Marx, et comment on peut l'expliquer. Merci de me donner la parole juste après l'orateur précédent, car il m'a convaincu qu'il ne fallait pas que l'argent dorme. Donc dès la fin de ce colloque, je vais supprimer mon livret de caisse d'épargne, ainsi que celui de ma femme, ainsi que celui de mes enfants, et je vais essayer de placer ça dans des richesses plus concrètes et plus directes. Vous me parlez de l'Europe. Effectivement, ce qui définit l'Europe, si on en parle un peu rapidement, c'est essentiellement l'abstraction. L'abstraction scientifique depuis les Grecs, depuis Thalès, Pythagore et tout ce que vous voulez. Et l'invention, effectivement, de la monnaie. On a rappelé tout à l'heure que c'était le roi de Lydie, Gygès, qui aurait inventé, effectivement, la monnaie sous forme d'un mélange d'argent et d'or, de ce qu'on appelle l'électrum, et qui était effectivement marqué du sceau du roi, donc officialisé. Mais si vous vous souvenez un peu d'un texte de Platon dans la République, Gygès était aussi un roi qui avait inventé l'invisibilité. Quand on portait l'anneau de Gygès, c'est pas le mien, ça c'est l'anneau marital, on devient complètement invisible. Or, la caractéristique fondamentale de l'argent, c'est qu'il est invisible même quand il est visible. Je veux dire par là qu'il est invisible dans la mesure où il permet d'acquérir des biens qui, eux, sont beaucoup plus visibles que l'argent en tant que tel. On s'en aperçoit d'ailleurs aujourd'hui, puisque toute l'évolution de l'argent en Europe, pour répondre à votre question, est une évolution de l'abstraction de plus en plus grande, depuis la monnaie en or et en argent, depuis les sous ou les louis d'or anciens jusqu'au chèque, et maintenant à la carte électronique, et au-delà même, puisqu'on peut payer dans certaines régions de France déjà, peut-être pas sur la Côte d'Azur, à ma connaissance, on peut payer avec un téléphone portable, simplement avec un code que vous avez sur le téléphone portable et que vous présentez à la sortie du magasin. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir cette abstraction progressive qui fait que la monnaie devient de plus en plus dématérialisée. Or, cela est lié au fait que tout le développement de la pensée européenne dans le domaine scientifique, technique, économique, financier, ou alors là, la dématérialisation est considérable, c'est une conquête progressive du virtuel sur le réel. L'argent est essentiellement, et voilà pourquoi je rappelais que l'argent était invisible à l'époque de Gygès, l'argent est invisible parce qu'il est aussi invisible que le virtuel, qui peut, comme l'a remarqué très justement Françoise Dastour tout à l'heure, nous donner des possibilités considérables. Si j'ai une écriture en Suisse, au Luxembourg ou même tout simplement en France, en dépit de la difficulté de soutenir les banques aujourd'hui dans notre pays, si j'ai suffisamment de poids virtuel, c'est-à-dire un certain nombre de chiffres accompagnés de zéros, remarquez-le,
autre forme de virtualiser. Autrement dit, si j'ai un 1 suivi d'une dizaine ou d'une quinzaine ou d'une vingtaine de zéros, j'ai des milliards à ma disposition qui sont proprement virtuels. Je ne les vois jamais à la limite. Un homme riche peut parfaitement se promener dans la rue sans avoir un sou sur place ou dans ses poches, à la différence des Américains. Il suffit d'avoir une carte, il suffit d'avoir un code, ou il suffit d'avoir tout simplement une entrée abstraite pour permettre précisément d'acquérir n'importe quoi. Et c'est là que l'on voit que l'argent est essentiellement une possibilité de richesse virtuelle, un potentiel, disait Françoise Dastour tout à l'heure, qui devient sa propre fin, c'est-à-dire que le virtuel devient sa propre recherche. On le voit très bien d'ailleurs aujourd'hui dans la conquête du virtuel des images, puisque l'argent est aussi une image parmi d'autres. Pensez à l'image de l'oncle Picsou dans les aventures de Donald, n'est-ce pas, qui règne sur un tas d'or. Donc l'imagination construit toujours des tas d'or, des veaux d'or, Mammon ou le veau d'or dont on a parlé dans l'Ancien Testament, qui permet de plus en plus de se représenter tout ce que l'on pourrait faire avec ce tas d'or ou ce tas d'argent. Je rappelle au passage d'ailleurs que si l'on parle plutôt d'argent que d'or, alors que pendant longtemps l'étalon a été l'étalon or, jusqu'à très récemment en Europe et aux États-Unis, c'est essentiellement parce que argent vient d'une racine indo-européenne, arg, qui signifie brillant. Vous me direz que l'or aussi est brillant, certes, mais il est moins visible, il est moins rare, en tout cas que l'argent qui circule plus facilement. Donc le brillant de l'argent, le brio de l'argent tient essentiellement à ses capacités d'éblouir d'une certaine manière. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure d'invisibilité à propos du JGS. Alors simplement un dernier mot en ce qui concerne le culte de l'argent en Europe, qui n'est rien d'autre que le culte d'une abstraction en tant que telle. Les gens qui sont immensément riches, qui sont millionnaires ou milliardaires en euros ou en dollars, sont des gens qui dépensent relativement peu, mais qui sont heureux d'avoir cette sorte de matelas ou de coussin considérable, d'autant plus considérable qu'il est virtuel, c'est-à-dire qu'il leur donne une puissance virtuelle. Or, paradoxalement, sur le plan psychologique, une puissance virtuelle est plus réelle qu'une puissance réelle. Quand vous avez une virtualité derrière vous, vous avez un jeu d'imagination qui est plus grand que la réalité en tant que telle. On s'en aperçoit avec les jeux vidéo, avec les films tournés en 3 dimensions virtuelles, avec tout ce qui renvoie à la virtualité, c'est-à-dire à nos possibilités d'action sur le monde et d'action sur les autres hommes. Alors, celui qui s'en est rendu compte le mieux possible, et je terminerai là-dessus, ça a été déjà esquissé par Françoise Dastour, c'est Karl Marx qui, dans Le Capital, fait remarquer que le circuit normal de l'argent, et là il se rapproche d'Aristote qu'il commente souvent, c'est de partir d'une marchandise, de faire la médiation de cette marchandise pour remplacer le troc, jusqu'à acquérir une nouvelle marchandise. Autrement dit, le système normal de l'argent, c'est MAM, marchandise, argent, marchandise. Or, le processus de continuité d'abstraction qu'a fait l'Europe avec les commerçants transalpins italiens, avec les banquiers lombards, avec l'invention en Belgique de tous les procédés de placer des capitaux en tant que tels, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un capital dormant, c'est-à-dire l'invention de la bourse en tant que telle, la bourse qui se tenait dans les premières villes de Belgique, essentiellement dans des cafés, où l'on venait précisément échanger à la fois de la socialité et de la productivité. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le système s'est totalement inversé, comme le montre Marx. On peut admettre cela, même si on n'est pas marxiste, tout simplement parce que ce qu'il dit est vrai. Ce n'est plus le système marchandise, argent, marchandise qui régit la loi de l'économie moderne, c'est le système argent, marchandise, argent. C'est-à-dire que l'on place de l'argent pour acheter des marchandises ou pour acheter par exemple des terrains, pour placer son argent, comme on dit, et ensuite on en retire de nouveau de l'argent. Donc le système logique ou normal d'une économie traditionnelle, c'est le système marchandise, argent, marchandise. Il s'est transformé en argent, marchandise, argent. Autrement dit, l'argent, qui n'était qu'un moyen ou qu'une médiation, comme disent les philosophes et les économistes, est devenu fondamentalement une fin en soi. Et c'est là, évidemment, que le système d'argent à double visage de Janus est dangereux.
L'argent peut être, comme la langue, la meilleure et la pire des choses. La langue aussi est un processus d'abstraction. On le voit d'ailleurs en grec, et je terminerai là-dessus, sur le fait que le terme pour désigner l'argent ou la monnaie, en grec, c'est nomisma, qui vient d'un terme grec qui s'appelle nomos, qui désigne à la fois la loi et la convention. Donc la loi ou la convention, et donc l'argent, nomisma, ce n'est rien d'autre qu'un accord conventionnel et donc abstrait, comme tout accord conventionnel ou contractuel, qui fait que tous les gens d'un même milieu ou d'un même milieu d'échange commercial ont décidé de prendre un certain étalon pour faire des échanges. Donc, je terminerai en rappelant simplement que ce qui définit fondamentalement l'argent, c'est l'abstraction, donc la rationalité, qui peut être évidemment la meilleure et la pire des choses. Alors, on a parlé de la révolution. On a parlé de la révolution du néolithique. On a vu les mots, on a vu les formes. Vous nous avez, Madame Sceaux, vous nous avez même apporté des coquillages pour signifier l'argent. On vient de voir que même l'argent n'a pas besoin de forme et qu'une des particularités de l'Europe, c'est justement d'avoir, mais on l'avait vu déjà au niveau de l'islam, mais enfin ça s'est accentué avec les Européens. On a vu que cet argent pouvait prendre la forme d'une abstraction et que c'était d'ailleurs une de ses spécificités. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire, vous, s'il n'y a pas une autre façon, d'autres mots, d'autres formes, d'autres approches qui par le monde permettent d'éclairer l'argent. Alors si vous prenez le micro, ça sera plus facile, pour essayer justement, puisque vous êtes une ethnographe aussi, anthropologue, pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres approches, d'autres mots, d'autres formes, d'autres conceptions qui ont présidé finalement à la circulation et à l'utilisation de l'argent. Je vous remercie. Avant de parler de cela, est-ce que vous pouvez me permettre juste de remercier notre hôte de Cannes pour cette rencontre. Je viens de loin. Avant de venir, il a fallu qu'à mon niveau, je décide vraiment quel apport je peux faire dans cette rencontre. Je me suis convaincue de venir parce que je suis francophone. Donc, dans le débat qui nous intéresse ici, il s'agit, on va le faire dans une langue, mais dans une langue qui a son histoire. Et je profite pour vous parler de mon pays, le Niger. Pourquoi je suis enthousiaste de venir en tant que francophone? Vous savez qu'il y a une idée qui nous est très chère, c'est la francophonie. Et la francophonie, c'est un rêve africain. Puisqu'il y a beaucoup de journalistes, je veux le rappeler. Ce sont les présidents Senghor, Bourguiba et Djori Hamani du Niger qui avaient trouvé que par le fait que les francophones parlent la même langue, ils sont frères. Et c'est ce test que je suis venue faire. C'est me retrouver dans une communauté de francophones et d'une communauté d'universitaires pour parler de quelque chose qui nous préoccupe, parce que le français, ce n'est pas une préoccupation de la France. Le savoir dans l'espace francophone, ce n'est pas aussi uniquement une préoccupation de la France. La France a des partenaires, des langues et des civilisations partenaires. Donc, c'est de ça que je voudrais parler. Je vais le faire en prenant l'exemple des Peuls. C'est beaucoup plus facile pour moi. Je dirais, puisque mes aînés ont évoqué beaucoup de choses. Et parmi les choses évoquées, je voudrais faire des synthèses rapides. La première synthèse, c'est par rapport à la question comment l'homme a inventé l'argent. Il faut savoir que les sociétés humaines, est-ce qu'il faut le rappeler, ne sont-elles pas toutes parties d'une origine rurale? Donc, elles ont toutes connu, je pense, à une époque, le système de troc, qui doit être commun à toutes les sociétés humaines. À un moment, les gens échangent les produits de manière locale dans un espace local. Donc, le besoin d'inventer l'argent, est-ce que ce n'est pas un problème de délocalisation? C'est-à-dire
de pouvoir amener les produits qu'on fait ailleurs et de recevoir d'autres produits que nous ne produisons pas. Donc, dans le système d'échange, il a été évoqué que l'échange se faisait à travers les produits directement, les céréales, le bétail. Donc, ce n'est pas commode comme système. L'invention de l'argent a amené une pratique plus commode d'échange. Il y a non seulement l'échange des produits. Alors, si on regarde, si je me base encore dans un espace rural, par rapport aux besoins, où est-ce que les gens avaient envie le plus de montrer leur avoir? Est-ce que ce n'est pas au moment des fêtes? Est-ce que quand est-ce qu'on fait la fête? De manière, même aujourd'hui, mais si on imagine, c'est le mariage, par exemple. Si on prend l'exemple du mariage, faire un banquet exige de donner à ses convives quelque chose d'exceptionnel. Donc, dans beaucoup d'espaces, on peut voir comment les produits ont circulé à partir de ce type de besoin qui semble tout à fait élémentaire. Donc, chaque société l'a faite selon son évolution. Je vais rebondir sur l'histoire de la zakat. Les sociétés, comment elles passent à l'écriture? Comment on passe à l'écriture? Je crois qu'il y a un déplacement de la ruralité vers la sédentarité que vous avez évoqué. Dans la société Peul, on distingue deux sortes de Peuls, même actuellement. Il y a ce qu'on appelle les Peuls de la vache. C'est des ruraux. Encore, vous avez des espaces où il n'y a même pas de marché. Ensuite, les Peuls de cité qui ont fondé des écoles et qui ont fait des mosquées. Donc, c'est le symbole, le grand symbole de la sédentarité. Un lieu de culte, un lieu d'éducation. Et donc, c'est autour de ces lieux-là et autour de la gestion de ces lieux qu'en tout cas en Afrique, l'argent a beaucoup circulé. À une époque, c'était essentiellement les coquillages. Donc en Afrique, on a eu le kori. Et aujourd'hui, dans les langues d'Afrique de l'Ouest, c'est le seul mot pour dire argent. Quand le Bambara vous dit Wuri, il parle de ça. Quand le Peul vous dit Tchède, il parle de ça. Si le Zarma vous dit Noru, il parle encore de ça. Mais la particularité du kori, c'est qu'il a deux fonctions. Il a la fonction monétaire d'échange, mais il a une fonction mystique aussi. C'est jusqu'à aujourd'hui, il a cette fonction-là d'ailleurs. Donc, ce qui fait que l'usage des koris comme système d'échange pris entre les deux usages, à la fois monétaire et à la fois ésotérique, peut-être à un moment donné, a donné une valeur à cette forme de monnaie. C'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, on ne lui a pas trouvé de mots après plusieurs siècles. Donc, aujourd'hui, malgré tout, l'invention des billets de banque, si vous êtes milliardaire en dollars, on dira un peu au mot du Tchède, il a des koris. C'est essentiellement cela qu'on va dire. Le monde rural Peul, pour revenir à la zakat, vous savez, la zakat est le 4e pilier de l'islam parmi les 5. Donc, l'idée, c'est que c'est plutôt, je dirais, l'idée de redistribution de la richesse. Redistribuer la richesse, je m'excuse si je me trompe, mais il me semble que chaque musulman a le devoir, c'est l'obligation, c'est le 4e pilier. Après, il y a le 5e, il vient avant le pèlerinage. C'est de redistribuer au moins 2,5% de son avoir annuel. Et actuellement, dans des espaces Peul, c'est comme ça que les éleveurs sont en train
comment dirais-je, de réparer des pertes de cheptel dues à la sécheresse. Quand quelqu'un n'a plus une vache, on collecte la zakat et on lui donne. Et il reconstitue son cheptel. Donc, il y a cet usage, en tout cas très fort, dans des espaces ruraux plus localisés, de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faut pour les Peuls? Je crois que ce que je veux rendre de manière vraiment ethnographique, au Niger, on a les plus ruraux des Peuls, ce sont les Wadabe. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas encore de case. À 70%, ils n'ont pas une maison fixe qu'ils possèdent pour dire c'est ma maison. Ils n'ont pas non plus de champ à cultiver pour dire c'est mon champ. Et ils sont encore, malgré les difficultés, à pratiquer l'élevage. Et il y a une curiosité anthropologique et linguistique, ils n'ont pas le verbe manger. Je crois que le verbe manger a quelque chose à voir avec l'argent. Dans leur vocabulaire, ils n'ont pas le verbe manger. Ils ont un seul verbe, c'est le verbe boire. Et dans leur... grâce à ce colloque aussi, j'ai essayé de voir, en fait, dans beaucoup de langues africaines, ils n'ont pas de mot pour commerce. Commerce ou commerçant. Donc, c'est emprunté aux populations les plus marchandes, comme les Bambara, comme les Hausa. Même le mot marchand n'existe pas vraiment dans ces deux langues-là. Donc, c'est de voir dans cet espace francophone les rythmes de l'argent, c'est-à-dire les mouvements de l'argent et comment, peut-être, on peut, le regard sur les sociétés rurales actuelles peuvent aider à donner à l'argent sa juste place. Parce que dans les sociétés rurales, le Peul qui a sa vache, c'est une ressource naturelle identitaire. Je pense que le pêcheur même des bords de la Méditerranée, la ressource, s'il fait la pêche, c'est une ressource héréditaire. Il a un lien avec la pêche qui n'est pas la même chose que des billets de banque qu'il va confier à quelqu'un qu'il ne connaît pas, alors que son poisson le relie à un réseau humain de valeurs. Vous voyez, je pense que c'est comme ça. Je crois qu'il ne faut pas zapper sur le troc. Il faut comprendre le système du troc, à quoi il tient sur le plan humain. Et l'argent, parce que, comme je vous ai envoyé, les Peuls nomades disent que l'argent ne met pas bas. Si on dit que l'argent ne met pas bas, c'est par rapport aux liens. Il faut expliquer peut-être. J'avais demandé à tous nos intervenants d'envoyer au point une phrase qu'on a publiée, on en a beaucoup publié. Et donc, effectivement, vous avez envoyé une phrase qui dit qu'à l'inverse de la vache, en substance, à l'inverse de la vache, l'argent ne met pas bas. Voilà. Ça a beaucoup plu. Voilà, donc les Peuls Wadabe, c'est ce qu'ils ont dit à un cinéaste qui est venu faire un film qui s'appelle, dont le titre est « La géographie de la richesse ». Donc ce cinéaste a interrogé des gens à New York, en Suède et chez les Wadabe du Niger. Et les Wadabe ont dit que la vache dépassait tout. Parce que, je le répète souvent, comme ils le disent, c'est la seule femelle au monde qui nourrit son petit et les autres. Les Français et les Suisses ne vont pas me contredire là-dessus. C'est là. Donc, l'argent ne met pas bas, mais il faut voir là-dedans le lien. Le lien, la vache, elle est transmise depuis des millénaires à un peuple qui a développé des valeurs autour de ça. Chaque ressource naturelle a un trait patrimonial avec la population qui produit cette ressource-là. Quel lien patrimonial nous avons avec l'argent intime? Je vais vous dire quelque chose qui est très courant. Je pense même que ça pourrait exister n'importe où. Un jour, j'ai dit à un des marabouts de la brousse de mettre son argent à la banque.
Il m'a regardé, il m'a dit, mais Salamatou, comment je peux aller confier mon argent à un inconnu et que j'attende sa permission pour reprendre mon argent? Donc, vous voyez, le problème c'est ça. Et je vais terminer avec cette phrase forte qu'ils disent aussi, l'argent n'a pas de maître. Et si c'est la seule valeur de quelque chose, ce n'est que l'argent, alors cette chose est à la portée de tout le monde. Et c'est les Wadabe qui nous interrogent. Voilà, merci. Merci. Alors, là, on a commencé à approcher la deuxième partie de l'intitulé. Hein. Pourquoi on n'arrive pas à s'en défaire? Parce que, à nouveau, vous apportez de l'eau au moulin occidental. On a vu qu'en Occident, en Europe notamment, on aimait beaucoup critiquer depuis l'origine l'argent. Vous-même, vous apportez une approche un peu négative malgré tout et vous valorisez le troc. Donc moi, j'aimerais qu'on essaye d'approcher pourquoi, au fond, quelque chose dont on voit bien qu'il a eu un rôle très positif, hein, l'argent. Comment se fait-il qu'on ait perpétuellement, depuis l'origine, ces critiques qui s'abattent sur cette commodité qui est devenue quelque chose qui a dépassé son créateur? L'argent, aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de tout. On a l'impression que ça a envahi la totalité de l'activité humaine. Et pourtant, effectivement, se rattachent à lui des choses quand même qui sont des critiques qui sont quand même très, très fortes et très permanentes. Alors peut-être que je vais vous repasser la parole, Jean-François Mattei, parce que peut-être que vous allez pouvoir nous essayer de défendre. L'argent a peut-être besoin d'un avocat et peut-être que cet après-midi, avec vous, il l'a trouvé. Oui, je n'ai pas encore donné ma facture à François Lapéroux, mais ça ne saurait tarder. Ce que je voudrais dire, c'est lié effectivement à l'esprit critique des Européens qui, depuis les Grecs, n'avancent un pion dans le domaine des mathématiques, de la politique, de l'économie, de la science, de la morale, de l'éducation, dont vous parliez, madame, que pour critiquer aussitôt la marge de ce pion. En gros, ce sont les Européens qui, même s'ils n'ont pas inventé l'argent, qui remonte à la Mésopotamie, comme cela a été dit, ce sont eux qui l'ont développé, abstrait, généralisé, universalisé. C'est-à-dire que l'argent a, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le même statut que la rationalité. L'argent, c'est la rationalité elle-même, puisque c'est la raison de tous les échanges. Et d'ailleurs, ça implique des calculs. Voyez les calculs que font les bourses actuelles. Sur ordinateur, vous pouvez vous brancher sur les bourses mondiales. Ils font des calculs au centième de seconde de l'évolution des différentes valeurs qui sont cotées en bourse. Autrement dit, c'est un ensemble de calculs complexes qui pourtant repose sur une chose très très simple, l'achat ou la vente de tel ou tel produit ou de telle ou telle valeur monétaire en tant que telle. Alors, où y a-t-il un problème dans l'argent ? C'est le même problème que toutes les inventions de la rationalité. Je parlais tout à l'heure du fait que Ésope, le poète grec, avait fait remarquer que la langue, logos, qui veut dire aussi raison, était la meilleure et la pire des choses. Ben, l'argent, nomisma, nomos, c'est-à-dire loi, c'est la meilleure et la pire des choses. Il peut y avoir de bonnes lois comme de mauvaises lois. Je ne sais pas, moi, les lois nazies contre les juifs, par exemple, qui étaient pourtant des lois parfaitement rationnelles, parfaitement rigoureuses, parfaitement juridiques. Tous les juristes sont d'accord, y compris Kelsen, le fondateur du positivisme juridique, qui disait qu'il n'y avait rien à reprocher juridiquement aux lois nazies. Or, pourtant, c'était des lois qui nous semblent abominables et qui sont effectivement abominables, mais qui prennent l'aspect ou l'apparence d'une rationalité. Eh bien, il en est de même de l'argent ou de tout discours, y compris du mien en ce moment, c'est-à-dire que vous pouvez l'interpréter de façon rationnelle ou irrationnelle, bien que le statut de l'argent soit de toute façon abstrait, c'est-à-dire de toute façon rationnel. Donc la difficulté est d'utiliser l'argent dans une dimension qui ne soit pas sa propre finalité. La difficulté, c'est de comprendre que l'argent, comme la langue elle-même que nous utilisons, n'est qu'un moyen pour viser d'autres fins,
qui doivent être religieuses, cela a été dit, madame, qui peuvent être morales, qui peuvent être politiques, ou pour simplifier, qui peuvent renvoyer au bien commun. Or, le problème de l'argent, c'est qu'il procure tellement de possibilités de richesse virtuelle dont je parlais tout à l'heure à son propriétaire qu'il ne vise plus en tant que tel le bien commun. Certes, on a vu récemment des milliardaires américains en particulier distribuer la moitié ou les 2 tiers de leur fortune, en particulier à l'Afrique ou aux enfants blessés ou aux orphelins, ou bref, à des gens qui sont en manque d'argent et en même temps en manque d'affection et en manque d'amour. Mais la difficulté d'utiliser l'argent vient du fait qu'il crée lui-même sa propre richesse. L'argent se capitalise de lui-même. Effectivement, l'argent n'est pas fait pour être immobilisé, pour être capitalisé. Et comme disait Françoise Dastour tout à l'heure, c'est pourtant le fait de le placer en banque ou ailleurs, caisse d'épargne ou ailleurs, qui fait que le capital, caput c'est la tête en latin, la tête principale de cet argent va produire des intérêts. Et il va produire des intérêts à travers le temps. Donc d'une certaine manière, c'est le temps qui fait fructifier l'argent. D'où l'expression bien connue en anglais, time is money. Non pas parce que l'on gagne du temps en gagnant de l'argent ou vice-versa, mais parce que le temps fait grossir l'argent en même temps qu'il fait le développement d'une civilisation en tant que telle. Donc, peut-on se débarrasser de l'argent? C'est strictement impossible. Ça reviendrait à se débarrasser de toute forme d'échange, surtout à une époque comme l'époque de la mondialisation, où il est absolument interdit ou impossible, voire impensable, d'avoir des types de rapports sociaux, commerciaux ou industriels, disons en un mot économique, qui ne passent pas par un médiateur. L'importance de l'argent tient au fait que c'est un médiateur, et comme toute médiation, c'est une médiation abstraite. Or, Tocqueville le disait, un mot abstrait, c'est comme une boîte à double fond, on en tire ce que l'on veut du double fond. De la même manière, quand vous placez votre argent, tous ici évidemment en Suisse, quand vous tirez de fonds en Suisse ou du double fonds en Suisse, les intérêts, ça peut être en fonction de vos intérêts propres, mais certainement pas en fonction des intérêts communs de la France. Michel Koutouzis, Michel, oui. Non. Oui. Je crois que, de toute façon, c'est pas une critique vis-à-vis de l'argent, l'argent lui-même. Je veux dire, il y a bien sûr une réaction, une relation métaphysique avec l'argent, et donc on peut aussi le critiquer, mais se plaçant à un niveau métaphysique. Et je crois que, comme des tas d'autres produits, parce que l'argent est un produit aussi, c'est pas seulement un véhicule, c'est aussi un produit. Comme des tas de produits, et depuis que ces produits existent, donc depuis que le commerce existe, depuis que les cités commerçantes existent, depuis que la thalassocratie grecque existe, depuis que l'Égypte existe, depuis que les Phéniciens existent, c'est-à-dire on peut aller dans les toutes premières grandes civilisations commerçantes, ce qu'on critiquait, c'était la démesure, l'hubris. C'est-à-dire, c'est pas l'argent lui-même, c'est l'accumulation de l'argent. Et donc, on peut revenir, aller 2 ou 3 000 ans après cette période, et on retrouve exactement les mêmes critiques. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce n'est pas l'argent, tout le monde s'accorde que c'est une manière très simple de régler toute une série de problèmes, c'est l'accumulation démesurée de l'argent qui pose problème. Et c'est parce que aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés duales. On n'arrive pas à réfléchir, on réfléchit sur le bien et le mal. Quand on travaille sur l'argent sale, on dit l'argent noir, l'argent gris, l'argent légal, hein, légal, illégal, informel. On n'arrive pas à intervenir sur une notion beaucoup plus simple, c'est que, comme pour les drogues, les Grecs disaient pharmakon, hein, c'est-à-dire, voilà un médicament quand on l'utilise et un poison quand on abuse. Donc, lorsque nous sommes dans des sociétés qui refusent d'entrer les nuances, d'entrer les relations multiples qu'il y a sur un produit, il est évident qu'on arrive à des apophthegmes
qui disent l'argent c'est mauvais ou l'argent c'est bon, et on commence à se bagarrer entre ceux qui pensent qu'il est bon et ceux qui est mauvais. Tandis que depuis l'Antiquité, on a toujours dit, et Platon a dit la même chose d'ailleurs, il a dit à quoi ça sert d'être très riche lorsqu'on est déjà riche? À quoi ça sert d'être très très riche quand on est déjà très riche? Voilà la question qui a été posée. Tandis qu'en effet, comme ça a été dit dans l'introduction chantée, ou en tout cas déclinée, ça crée des barbelés autour desquels les gens regardent et ils veulent avoir accès au puits. Donc c'est l'exhibition, c'est la mal utilisation, c'est le manque de mesure, comme pour tout autre produit, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui sont très critiques vis-à-vis de l'argent. Alors, Françoise Destour, peut-être. Oui, moi, je voudrais revenir peut-être à la différence entre le temps et l'argent, parce que j'ai été très, très intéressée par ce que vous nous avez dit, madame, et je pense qu'effectivement, le passage à l'argent, c'est un passage où l'on gagne beaucoup. C'est le cas de le dire, on gagne la facilité des échanges, on gagne le commerce international, parce que c'est effectivement là où il y a argent, il y a délocalisation possible, on sort du local, mais on perd aussi quelque chose, on perd les rapports qualitatifs, l'objet échangé devient une marchandise, on fait confiance à non pas à un individu, et donc, il n'y a pas de rapport, si je peux dire, d'homme à homme. On fait confiance à un réseau monétaire qui est anonyme. Et cette confiance, elle est à la base même de l'utilisation que nous faisons de la monnaie et plus encore du papier-monnaie. Parce que là, vraiment, quand on a un morceau de papier dans la main, si on ne croit pas que ce morceau de papier qui ne vaut rien en lui-même n'est pas garanti par une puissance politique anonyme, alors on n'a rien en main. Rappelez qu'ils s'échangent tous les jours 4 000 milliards de dollars et que, bien entendu, tout ceci n'a plus aucun rapport avec la réalité de l'échange. Puisque maintenant, c'est même plus du papier-monnaie. On n'a même plus besoin de passer par le papier, si je peux dire. Alors donc ça fabrique quelque chose quand même. Ça, je veux dire, et là, de ce point de vue, c'est mondial. Ça concerne ces échanges, ces 4 000 milliards. Alors certes, c'est de place à place. Et évidemment, par exemple, l'Afrique est de très loin le continent qui est le plus ignoré par ces échanges. Mais il n'en demeure pas moins que ça fabrique un lien de l'humain avec le réel, avec le temps. Vous avez parlé des microsecondes tout à l'heure. Donc tout ça fabrique quand même quelque chose. Mais cet argent fabrique quelque chose. Oui, mais il faut bien voir que les rapports entre les gens ne sont pas les mêmes. Dans le cas, par exemple, du troc, qui utilise encore les intermédiaires qui sont des marchandises en elles-mêmes, et puis l'échange monétaire. Parce que là, on voit la naissance de l'individualisme. Nous sommes tous des individus, et donc, du même coup, il y a effectivement un affaiblissement concomitant des relations qui sont des relations. C'est pourquoi qui sont des relations qui ont été en quelque sorte soudées de manière traditionnelle dans des sociétés traditionnelles. C'est ce qui explique que les sociétés traditionnelles ont toujours une méfiance par rapport à l'argent, parce que l'argent défait ces liens. Pour, alors peut-être en recréer d'autres, mais recréer une autre forme de socialisation qui est celle de la société marchande, où nous échangeons des marchandises. Qu'est-ce qu'un objet devenu marchandise? C'est un objet qui a perdu une partie de ses qualités. Il est mesurable. Il est donc immédiatement entré dans un cycle qui est celui de la circulation de biens échangeables et estampillés comme échangeables. Donc on a là quelque chose de tout à fait nouveau qui caractérise, me semble-t-il, nos sociétés. C'est le rapport entre les hommes. Il est maintenant fondé sur ce qu'il faut bien appeler une société marchande. Et c'est pourquoi nos rapports, le rapport qu'on peut avoir avec l'autre passe presque nécessairement par cet intermédiaire qu'est l'argent. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et qui est parfaitement juste, je rappelle que le développement exponentiel de l'argent
qui est encore plus grand que le développement exponentiel de l'économie et donc des échanges, est lié à un processus que les philosophes ont étudié, en particulier Gilles Deleuze, qui est le processus de déterritorialisation. C'est-à-dire que de plus en plus, les processus d'abstraction qui sont les nôtres aujourd'hui, tant dans l'économie que dans l'éducation, tant dans la politique que dans la société, c'est-à-dire dans la vie humaine la plus ordinaire de chacun d'entre nous, et pas simplement des spéculateurs en bourse à Wall Street ou ailleurs, notre vie devient de plus en plus déterritorialisée. C'est-à-dire que non seulement nous nous sommes arrachés aux milieux ruraux, mais nous nous sommes même arrachés au milieu citadin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent, on ne sait plus où il se trouve en tant que tel. Et donc la puissance elle-même, même la puissance politique, est déterritorialisée. La puissance politique, aujourd'hui, ne se fait plus à l'Élysée, ne vous en étonnez pas, ni même à Bruxelles. Elle est déterritorialisée sur le plan spatial et sur le plan concret, n'est-ce pas? On ne sait plus aujourd'hui où est le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir économique, et le pouvoir financier en tant que tel. Alors on dit c'est la banque Lehman Brothers, ou c'est tel, on montre telle ou telle banque du doigt, ou tel pays du doigt, le Luxembourg, les îles Caïmans, la Suisse, évidemment, mais ce ne sont que des exemples presque infantiles. En réalité, nous vivons dans une société, dans des sociétés, c'est cela qu'on appelle la mondialisation, qui est totalement déterritorialisée par les échanges, par les voyages, par les avions, par Internet, dans laquelle la virtualité gagne de plus en plus sur la réalité. Alors on a en gros un gros quart d'heure pour conclure, puis après on passera la parole à la salle. Donc je voudrais vous entendre tous sur, au fond, l'avenir, c'est-à-dire comment vous voyez le rapport entre des êtres humains de plus en plus inégaux, de plus en plus connectés, mais aussi de plus en plus sans doute interloqués quand même par ce qui se passe au niveau des crises financières et du rapport à l'argent, avec précisément cet argent. Comment vous voyez la suite de cette aventure? Et donc comment on pourrait essayer d'imaginer le rapport de l'homme avec l'argent? Peut-être on pourrait commencer par vous, Madame So, si vous prenez le micro. C'est une question difficile. Mais comme je suis dans les patrimoines, je reviens. C'est toujours les ressources naturelles. L'argent a fait qu'on a oublié les ressources naturelles. Et cet oubli est plus fort parce qu'il nous a fait oublier aussi le ciel et la terre. Je ne sais pas si ce que j'ai dit et comment vous le recevez, mais c'est ça. Et en comparaison avec ces ressources-là, qui sont des héritages. Vous savez, en France, comment on dit, l'élevage est quelque chose de très important qui fait partie de l'héritage de ce pays-là. L'industrie a happé l'élevage traditionnel. Les vignobles, c'est très important. L'industrie a désacralisé le vignoble et les raisins dans sa représentation. La question qu'on peut se poser, quel héritage nous avons avec l'argent et quel héritage humain nous pouvons constituer avec l'argent? Voilà. Et la réponse? Je la pose à tout le monde. Michel, peut-être? Sur l'avenir? Sur l'avenir, comme je conclus, comme je serai à la dernière réunion de ces rencontres extraordinaires, je parlerai, enfin on sera plusieurs à parler de l'argent noir, de l'argent des trafics, de l'argent de la drogue. Et donc ce sera la partie de la conclusion négative, noire, grise, de quel est le futur, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La question qui va se poser dans les années à venir et qui se pose déjà, c'est une question que se posait déjà à la fin du XXe siècle, une grande partie des pays du Sud, c'est la question de l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire les règles les mêmes pour tous. Et c'est cette question-là qui, aujourd'hui, apparaît comme fondamentale. Elle va apparaître comme fondamentale parce qu'on a l'impression que, justement parce qu'on n'arrive pas à contrôler cette dématérialisation, qu'on n'arrive pas à contrôler ces circuits fous et absolument hors contrôle,
il vient d'avoir un rapport de l'OCDE qui nous dit que près de 80-75% des réseaux financiers aujourd'hui sont hors système. Hors système, ça veut dire que nous sommes déjà dans cette situation. Alors, le futur, c'est que moins il y a de règles, plus l'argent licite et l'argent illicite se racontent des histoires et sont exploités par les mêmes. C'est-à-dire que nous allons vers des sociétés dans lesquelles la notion d'état de droit est en train de disparaître. Elle disparaît parce qu'elle est délocalisée, comme vous avez dit. C'est-à-dire, elle existe ici, mais elle n'existe pas là. Mais comme l'opérateur est ici et là, il va choisir toujours la solution qui lui est la meilleure. Donc, la notion de délocalisation, et je ne parle pas des délocalisations industrielles, je parle de la délocalisation de tout, du holos, fait qu'il y aura toujours un moyen d'être au dehors des règles et des lois, et au niveau du législateur, on sera toujours à la course derrière ces exceptions qui deviennent la règle. Aujourd'hui, le problème de l'argent est beaucoup plus un problème de règles, un problème de loi, un problème d'universalité des lois, plutôt que d'accumulation, hein, je pourrais dire. Cela dit, comment voir le futur? C'est un peu compliqué de le dire, puisque le futur serait, d'une certaine manière, d'oublier un peu que nous sommes dans une société, enfin, en tout cas, réfléchir sur le fait que nous sommes dans des sociétés qui, comme à la fin du XXe siècle, elles produisaient 200, 300, 400 fois le nombre d'armes nucléaires suffisantes pour détruire l'ensemble de l'humanité, nous sommes en train de créer 30 000, 40 000, 50 000 fois l'argent virtuel, je dis bien virtuel, qui est nécessaire à notre vie quotidienne. C'est-à-dire que nous sommes dans une double situation d'hubris, d'exagération, et qu'il faudra un jour réfléchir comment ramener les activités humaines et surtout les masses monétaires au niveau des vrais besoins de l'humanité. Françoise Dastour, alors est-ce qu'on va continuer de subir? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de don prophétique, je peux difficilement parler du futur, mais j'aimerais revenir au présent parce qu'on n'a pas parlé de la manière dont l'argent est vécu. Et il me semble qu'il est vécu de manière très différente par celui qui l'a accumulé et qui en possède, et pour lequel cet argent a véritablement une valeur qui fonde son pouvoir, parce qu'avoir de l'argent, c'est pouvoir faire telle ou telle chose dans le futur. Autrement dit, il s'est ouvert la dimension de l'avenir, d'un avenir indéterminé, parce qu'il a de l'argent. Et puis la manière dont les salariés vivent l'argent, pour lesquels l'argent n'est pas si dématérialisé qu'on le croit, parce qu'il est la matérialisation de leur labeur quotidien. Et l'argent, là, il a alors pour eux une odeur. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Oui, il n'a pas d'odeur pour celui qui, précisément, en possède, qui l'a accumulé. Mais pour celui qui doit quotidiennement se régénérer ses forces de subsistance, cet argent, il a véritablement, il est la matérialisation de son travail. Et on a oublié peut-être que le travail, c'était aussi ce qui est à la base de l'argent. Donc il me semble que, sans penser immédiatement au futur, il faudrait voir que l'argent n'a pas le même sens, qu'il n'est pas vécu de la même manière, selon qu'on est riche ou que l'on est pauvre. Jean-François Mépine. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit, mais je serai un peu plus optimiste. Je crois que dans les 50 ou 100 prochaines années, la planète, s'il n'y a pas une catastrophe nucléaire quelconque, une nouvelle guerre mondiale, que sais-je, donc sauf accident terrible ou catastrophe, cataclysme, la planète deviendra de plus en plus riche. Quand vous étudiez quand même les derniers siècles de l'Europe et de l'Asie,
et de l'Afrique, vous apercevez qu'il y a une richesse considérable. Vous voyez la richesse considérable de la Corée du Sud, des différents dragons asiatiques qui sont en train de passer devant l'Europe ou devant des pays qui étaient aussi riches au XVIIIe et au XIXe siècle que la France. Donc il y a de plus en plus de richesses qui sont créées en tant que telles. Ce qui le cache un petit peu cette constatation, c'est que les écarts entre les très 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 riches, les multimilliardaires, et pas simplement millionnaires, en dollars ou en euros, sont de plus en plus importants, de plus en plus nombreux, et cela creuse un écart de plus en plus considérable avec les pauvres, ou pour ne pas dire plus. Mais relisez au XIXe siècle Les Misérables de Victor Hugo. Vous vous apercevez que la France de Paris de l'époque était remplie de misère en tant que telle, pas de pauvreté, de misère. C'est-à-dire, or la misère, c'est quand même radicalement régressé. Voyez les progrès de la médecine, voyez les progrès de la génétique, voyez les progrès des échanges économiques, voyez les progrès des communications. Ces progrès sont en même temps des progrès de la richesse. Alors, est-ce que l'argent est bien ou mal réparti? Ça, c'est une autre paire de manches. Je pense, avec vous certainement, que cet argent est très très mal réparti et que les puissances économiques répartissent mal leur richesse. On sait par exemple que sur le plan de la nourriture, alors qu'encore 2 personnes sur 3 ont faim dans le monde, malgré les progrès dont je viens de parler, on sait qu'on gâche chaque jour des tonnes et des tonnes de nourriture qui ne vont pas à ceux qui en auraient besoin. Donc c'est un problème de technique ou de répartition, beaucoup plus que de politique, me semble-t-il. Et on peut supposer que l'être humain sera suffisamment intelligent et pragmatique pour mieux redistribuer les richesses qui continuent de se creuser de plus en plus considérablement. Les richesses aujourd'hui augmentent aussi vite que les progrès techniques ou que les progrès économiques, il ne faut pas l'oublier. Mais ils sont évidemment, ou elles sont évidemment, ces richesses très très mal réparties. Alors Madame Sceaux, comme vous êtes venue de très loin, ce sera à vous qui va appartenir, là il nous reste 2-3 minutes, de conclure. Est-ce que vous pouvez reprendre le micro? Tout à l'heure, vous avez parlé d'héritage. J'étais très frappé parce que je ne pensais pas que ce mot viendrait au cours de notre débat. Vous avez parlé d'héritage et vous vous êtes inscrite dans un temps très très long en faisant remonter des produits comme le raisin, le blé, etc. Peut-être vous pourriez continuer sur ce mode-là. D'accord. À propos d'héritage, je vais dire une citation de Joseph Kizerbo. Je ne saurais pas vous dire dans quel ouvrage il l'a dit. Il dit « L'argent, c'est bien, mais l'homme est meilleur parce que si on l'appelle, il répond. » Et vous avez évoqué les pays d'Asie, leur émergence. Pourquoi l'Asie produit aujourd'hui et pourquoi l'Europe s'intéresse à l'Asie? Le problème, ce n'est pas l'argent. Je pense que c'est l'homme. L'industriel calcule à combien de personnes il peut vendre. Et il y a des milliards de personnes en Asie. Donc, c'est peut-être que les questions de l'argent nous ramènent à l'homme. Je ne veux pas être marxiste, rappeler quelque chose. Il n'y a que l'homme. Donc, il faut que ce qui produit, est-ce que, je ne veux pas être arrogante, est-ce que ce qui produit l'argent doit d'abord voir l'homme? Et souvent, les économies modernes ont toujours pensé, ça a été écrit, économie avant la société. On a vu l'argent avant l'homme. Et peut-être ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la leçon de l'Asie. Et l'Asie, sa force, ce n'est pas d'être fort économiquement. C'est d'avoir des gens qui consomment les choux qu'on produit. Tout simplement. Et le calcul de tout industriel, ça va être ça. Si je produis mon vin, quel est le marché qui est à même de l'absorber? C'est le marché asiatique parce qu'ils sont des milliards de personnes. Voilà, et je crois qu'il faut mettre l'homme au centre parce que c'est l'homme qui a fabriqué l'argent et qui a donné une valeur à l'argent. Quand on l'appelle, il répond, l'argent ne répond pas.
En préparant un peu cette rencontre, j'ai regardé les proverbes. C'est toujours intéressant les proverbes parce que ça dit quelque chose de populaire, ça dit quelque chose de bon sens, ça dit quelque chose de long. Et il y a effectivement un proverbe français qui dit un peu la même chose, qui dit « plaie d'argent n'est pas mortelle ». Et donc peut-être qu'effectivement, si on met l'homme au centre, peut-être qu'on se dit, et on a à ce moment-là un message peut-être plus positif, en se disant que toutes les plaies que l'argent peut produire, et on verra et samedi et dimanche qu'elle en produit un grand nombre, on peut se dire aussi peut-être que si l'homme est au centre, peut-être que ces plaies d'argent ne seront pas mortelles. Alors maintenant, la parole est à vous. Donc je sais pas exactement comment ça se passe techniquement. Je crois qu'on va décrocher Voilà, il y a un jingle.